Europe 1 Soir. Et il est 18h38, c'est l'heure de l'invité d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et c'est Jean-Louis Borloo, l'invité d'Europe 1 Soir. Bonsoir Jean-Louis Borloo. Oui, bonsoir. Alors pendant qu'on est en train d'installer des sacs de sable dans les couloirs du siège de l'UMP, vous avez inauguré aujourd'hui votre nouveau siège national. C'était beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Et vous avez dit à cette occasion, il ne faut pas se réjouir de ce qui se passe chez nos partenaires de l'UMP. Un peu quand même, non ? Non, ce qu'il faut se réjouir de ce qui se passe à l'UDI. Parti lancé il n'y a pas beaucoup de temps à la Mutualité, qui est un parti de centre droit, ouvert sur le monde, ouvert sur l'avenir, qui défend la liberté d'entreprendre, y compris l'entreprise, qui est européen, mais surtout qui a pas peur de l'avenir, pas peur des autres, et qui déteste les lignes Maginot. Dans les quartiers, dans les cœurs, autour du pays. Donc au fond, un parti moderne, ouvert et serein. Et qui bénéficie un peu de ce qui se passe à l'UMP pour engranger quelques adhésions supplémentaires. Oui, c'est vous-même qui avez donné des chiffres en disant non, mais vous savez, ça adhère. Non, vos confrères sont taquins, ils appellent le matin. Alors, combien d'adhésions ? Bon, on est sur un rythme. En fait, on n'en sait rien, à vrai dire. Le seul chiffre qu'on ait, c'est sur Internet. Bon, tous ceux qui, dans les communes, les cantons viennent avec un bulletin d'adhésion, on est incapable, on est une petite structure qui démarre, donc de comptabiliser. Mais c'est pas ça qui est important. Moi, je suis très très frappé que on voit qu'il y a une partie de la France qui, face à une grande difficulté de la coalition des gauches, souhaite qu'il y ait une coalition du centre droit et de la droite républicaine. L'UDI souhaite cette coalition avec l'UMP. Évidemment, on n'a pas le même projet, mais c'est ça le propre des coalitions. Au fond, nous, on est convaincus que les Français sont généreux, sont ouverts sur l'avenir. Au fond, cette France de la peur, de l'inquiétude, c'est pas la nôtre. Alors, on sait bien que dans les grandes mutations, il y a des gens en grande fragilité, et là, il faut vraiment s'en occuper. Mais pour le reste, l'avenir, c'est des opportunités. C'est pour ça qu'on est un pays complètement moderne et complètement ouvert. Alors, l'opposition, donc, vous le voyez comme une grande coalition entre l'UDI et l'UMP. Quand un partenaire est très affaibli, émietté ou divisé, ça nous arrange pas. De toute façon, nous sommes... Mais s'il devait y avoir deux UMP à l'avenir, parce qu'il y aura bientôt déjà deux groupes parlementaires. Non, parce que ça n'existe pas. Il y a qu'un parti UMP, et puis après, il y a des gens qui font des groupes. Enfin, c'est pas mon affaire. Nous, quand on l'a lancé le 21 octobre à la Mutualité, on dit qu'on voulait faire cette coalition et qu'on voulait être les leaders, être les gagnants de cette coalition. Bien. Ça y est. On est en train de le faire. En fait, quand vous avez dit ça, je veux être le chef de l'opposition, tout le monde s'est dit quand même, il faut s'appeler du col. Pour l'instant, l'UMP est plus grand que l'UDI, mais quelques semaines après. Ça grand, attendez, je sais pas ce que ça veut dire, monsieur. Grand dans les idées, non, je pense que nous, on a un projet politique qui est clair. On est en ordre de marche, on a un président élu à l'unanimité. C'est vous? Oui, pour l'instant. Et on fonctionne, on a un projet qui est piloté par Jean-Christophe Ramontin, on voit des think tanks, on fait de l'interactif, on fait des conventions territoriales, on s'occupe de l'outre-mer, enfin voilà, justement on travaille, on est en grande mutation. Et face à un gouvernement qui, je trouve, se trompe vraiment de cap dans le domaine économique social, on doit faire à la fois force d'opposition, c'est-à-dire en appeler à l'opinion publique pour pousser ce gouvernement à prendre d'autres décisions. Quand il en prend des bonnes, on les soutient, mais vraiment le pousser. Et là, on est sur des erreurs majeures. Nous rentrons devant une risque de crise économique sociale absolument majeure. Et en même temps, préparer l'alternance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la seule formation politique d'alternance organisée, qui prépare son projet, qui a un contre-gouvernement, qui a des militants qui affluent, qui est serein, c'est nous. Et donc le mieux placé pour 2017, c'est vous. Non, attendez, on est en 2000. Je vous pose la question à chaque fois. À chaque fois, vous venez, en 2012, et à chaque fois vous me dites non, je pense pas du tout à 2017. Non, mais vous savez, quand même un des rares qui, n'ayant pas de problème ni de signature, ni machin, décide de pas y aller parce qu'il estime que la situation politique ne s'est pas appropriée. Donc je suis pas du tout un malade de ça. On l'a même un peu reproché, imaginez-vous. Bon. Donc quand je vous dis que le plus important pour notre pays, face à la coalition des gauches, c'est d'avoir cette coalition et que l'UDI soit le chef de file de l'opposition par ses idées, s'il le mérite, eh bien ça, c'est un enjeu pour moi capital. Vous qui connaissez bien Jean-François Copé et François Fillon, est-ce que vous comprenez ce qui leur arrive? Est-ce que vous saviez qu'ils se haïssaient à ce point-là? Écoutez, depuis le premier jour, j'ai décidé de ne pas commenter.
C'est dommage. Parce que vous les connaissez bien. C'est tout à fait dommage. Je crois que je les connais assez bien. Je ne commande pas. Je suis tout sur l'UDI et tout sur des propositions à faire dans le domaine économique social ou des alertes ou des inquiétudes graves que j'ai. Donc vous ne commentez pas. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est un peu suicidaire qu'ils sont en train de faire quand même? Je ne commenterai pas. Vous ne commentez pas. On va parler d'ArcelorMittal et de Florange. Arnaud Montebourg a annoncé cet après-midi qu'il y avait peut-être un nouveau repreneur. À l'instant, on apprend Arnaud Montebourg est avec les syndicats de Florange et à l'instant, il leur confirme que le gouvernement est prêt à nationaliser s'il n'y a pas de repreneur d'ici la fin de la semaine. Donc confirmation à l'instant, c'est pas une surprise. Vous-même, sur cette idée de nationalisation partielle, vous aviez dit pourquoi pas? Je l'avais même proposé au printemps dernier. Chez un de vos confrères écrit, qui s'appelle Challenge. J'avais dit, il faut le pôle sidérurgique français majeur, plus exactement européen, français, luxembourgeois, espagnol, voire polonais, peut-être même un peu quelques russes. Et donc, s'il n'y a pas une capacité, il faut défendre ce pôle. Bon. S'il est en danger, il faut qu'il y ait des fonds publics, le FSI intervienne, qu'on propose de racheter Mittal, en fait, qu'on rachète Arcelor, en réalité, mais tout, y compris les pépites d'ArcelorMittal. Et s'il devait y avoir, juste vendre les hauts fourneaux, évidemment, mais évidemment, c'est un tout, parce qu'il y a une vraie dette écologique dans le secteur. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit cohérent avec un partenaire industriel. Alors, on peut discuter avec Ascométal, on peut discuter avec Aramet, enfin, il y a des capacités de faire. Et j'avais dit, si à un moment donné, on se met pas d'accord, qu'il y ait un contrôle public transitoire, moi, ne me choque pas, Obama l'a fait, Raymond Barre l'a fait en 78, ça me choque pas. Mais vous dites contrôle public, Arnaud Montebourg dit nationalisation, c'est la même chose? Non, oui, derrière le mot nationalisation, il y a l'idée que, non, oui, il y a l'idée que c'est l'État qui va gérer. Non, c'est pas l'État qui va gérer. Il peut y avoir l'espace d'un instant cet outil qui est utilisé, mais pas pour que ce soit l'État, pour que ce soit un opérateur industriel. Mais puisque j'ai la chance d'avoir votre invitation, je voudrais dire un mot d'un dossier qui risque de devenir difficile, c'est celui de BIC. Vous connaissez BIC, vous utilisez stylo et briquet. Bon. Il se trouve que BIC produit en Ille-et-Vilaine, en tous les cas des briquets, il y a plus de 300 salariés. C'est Thierry Benoît, le député d'Ille-et-Vilaine, UDI, parce nous on regarde à peu près partout en France ce qui se passe, dans tous les territoires, les bonnes et les mauvaises nouvelles. Et Thierry Benoît dit, attention, la taxe anti-dumping, qui s'appliquait aux briquets chinois notamment, risque d'être levée début décembre. Et il demande absolument que le gouvernement français intervienne pour que cette taxe ne soit pas levée par la Commission européenne. Oui, c'est l'Europe qui nous demande de lever cette taxe. Oui, alors, il y a ce débat. En réalité, c'est pas du tout une taxe aux frontières. Il y a un problème de sécurité. Les bics fabriqués en Ille-et-Vilaine chez BIC ont un niveau de sécurité maximal. Et cet écart-là qui fait l'objet de la taxe. Donc, il faut absolument que Madame Brick aille voir Monsieur Van der Gucht. Enfin, il faut que le gouvernement français mette tous ses moyens pour éviter un risque. Et pour la santé et la sécurité, et un risque social en Ille-et-Vilaine. Franchement, quand un groupe comme ça produit en France des produits de qualité adaptés, il faut vraiment le défendre. Voilà, Jean-Louis Borloo qui se tient à défendre les briques et bics sur Europe 1. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir. Dans un instant, David Abiker, puis Nicolas Canteloup.